le FC Porto. Un club qui fait jamais de bruit pour rien. Un club qui frappe, qui surprend, qui dérange quand il le faut, et qui trouve toujours un moyen de faire basculer l'histoire quand tout le monde pense qu'elle est écrite d'avance. Porto, c'est la talonnade folle de Madjer qui humilie le Bayern en Ligue des Champions. C'est Deco qui brille sur l'Europe. C'est Jardel qui empile les buts comme si c'était une formalité. C'est Mourinho qui se fait un nom. C'est Joao Pinto, Hulk, Falcao, Pep, Lisandro Lopez, Ricardo Carvalho. Des joueurs au caractère bien trempé et des soirées qui deviennent des souvenirs gravés. Mais Porto, c'est aussi évidemment un palmarès monstrueux. 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, 2 Coupes intercontinentales, une Super Coupe d'Europe. Et au Portugal, des titres à l'appel jusqu'à devenir l'une des institutions les plus respectées du continent. Porto, c'est un club qui incarne la fierté du Nord. Une institution qui s'est imposée sans jamais oublier d'où elle vient. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, tout ce que vous connaissez du FC Porto aujourd'hui, a failli ne jamais exister. Parce qu'avant les Dragons, avant le bleu et le blanc, avant les titres, avant le Dragao, le FC Porto, c'était une idée fragile. Une idée portée par un seul homme sur un coup de tête. Une idée qui a été stoppée net pour une histoire de couple. Une partie de l'histoire qu'on oublie assez souvent. Salut l'équipe, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Football Origin. Aujourd'hui, on termine notre mini-série sur les Tres Grandes portugais, comme on les appelle. On part du côté du nord du Portugal, là où Porto s'est battu pour exister face à Lisbonne, et surtout là où un simple coup de foudre pour le football va vraiment créer quelque chose d'immense. Bon installez-vous confortablement au coin du foot, et puis on y va. Bon, fin du 19e siècle, Porto c'est quoi? Porto c'est une ville commerçante, industrielle, qui est tournée vers l'Europe. Les vins, les docks, les échanges, voilà, c'est une ville qui regarde vers l'extérieur, pendant que Lisbonne, de son côté, c'est vraiment la capitale politique. Et surtout, Porto, c'est une ville qui a déjà une identité, qui n'aime pas spécialement se faire marcher dessus, et qui veut surtout exister face à Lisbonne, qui est le centre politique, culturel et administratif du pays. Bon, niveau sport, à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose. On voit émerger des sports venus des Anglais, le cricket, le lawn tennis, et timidement le football. Mais bon, il n'est pas vraiment pratiqué dans le pays, notamment par les Portugais, c'est surtout les Britanniques justement, les marins, les commerçants, qui pratiquent ça de leur côté. Et c'est là qu'entre en scène un personnage crucial justement. Et ce personnage, c'est Antonio Nicolau d'Almeida, qui est un marchand de vin. C'est un bourgeois, cultivé, voyageur, qui lit la presse anglaise et qui veut moderniser Porto. Et un jour, pendant un voyage en Angleterre, justement, il voit un match de football. Et là, c'est le coup de foudre total. La discipline, l'ambiance, le style, les clubs structurés, les maillots, les règles précises, enfin voilà, c'est une claque pour lui. Et quand il rentre au Portugal, il a vraiment une idée très précise, avoir son propre club, un vrai club à la britannique. Et c'est vraiment ça le cœur de l'histoire, hein, parce que contrairement à plusieurs épisodes de Football Origin qu'on a pu faire, là, le club, il n'est pas d'une rupture, d'un conflit religieux ou d'un idéal, c'est vraiment un coup de tête inspiré par l'Angleterre. Le 28 septembre 1893, Antonio Nicolau d'Almeida, il fonde le Football Club do Porto. Le nom, il est anglais, évidemment, hein, c'est un clin d'œil complètement assumé. Il publie pas d'annonce publique, il réunit son cercle d'amis, des élites de Porto, des partenaires d'affaires. Voilà, c'est comme ça que ça se fait très régulièrement à cette époque. Et contrairement à Lisbonne, où on a déjà des clubs multisports qui commencent à apparaître, à Porto, il n'y a rien du tout. À part quelques clubs anglais comme l'Oporto Cricket et Lawn Tennis Club, voilà, mais sinon, il n'y a vraiment rien. Donc en fait, Porto, à cette époque-là, il devient l'un des tout premiers clubs structurés de football portugais. Le premier match, il a lieu contre le club de Aveiro. Alors, rien d'incroyable hein, sportivement, mais pour Porto, c'est vraiment historique. C'est la première fois qu'un club structuré joue un vrai match de foot avec les règles anglaises. Donc voilà, pour Nicolau d'Almeida, c'est une fierté. Et pour la ville, c'est un début. Mais c'est là que l'histoire du FC Porto, elle va prendre un virage totalement improbable. Bon là, vous me direz, le club, il est lancé. On pourrait croire que Porto, il va continuer à se développer de manière linéaire, comme un Benfica ou un Sporting Lisbonne. Mais pas du tout, parce que Nicolau d'Almeida, il se marie et sa femme, elle n'est pas spécialement fan du football. Et elle lui fait comprendre, hein, elle trouve que ce sport, il est vulgaire, il n'est pas digne d'un homme de son rang, et elle le pousse gentiment mais fermement à mettre un peu une pause sur cette lubie anglaise. Et le FC Porto, qui vient tout juste d'être créé, qui commence tout juste à se développer et à se structurer, eh ben, il est mis de côté par son fondateur. Donc là, pas d'investissement, pas de structuration, pas d'infrastructure, quelques matchs amicaux vraiment par-ci par-là, mais rien de stable. Bah en gros, voilà, il n'y a plus de capitaine dans le navire, quoi.
Pendant ce temps, on a Lisbonne qui avance, hein, on a Benfica et le Sporting qui commencent à émerger, et Porto, lui, il est en train de disparaître. Voilà. C'est vraiment silence radio, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que le club, il naît d'un coup de foudre, et il manque vraiment de disparaître pour une histoire de cœur. Et cette période-là, elle va quand même durer un petit peu, parce que je vous en parlais tout à l'heure, mais il faut attendre 1906 pour qu'un nouveau personnage rallume la flamme, pour rester un peu dans la thématique. Cette fois, c'est grâce à José Monteiro da Costa, qui est un sportif local, qui est impliqué dans la vie associative, qui est ambitieux et fidèle à sa ville. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas fonder un nouveau club, c'est vraiment reprendre Porto, le redévelopper et voilà, créer le même club en mieux à partir des bases de structure du club qui a été créé. Monteiro da Costa, il relance le club et donc cette fois sur des bases solides, il restructure tout, il relance l'organisation des matchs, il trouve des nouvelles couleurs, donc le bleu et le blanc qui apparaissent à cette époque-là, qui sont directement inspirés de la ville de Porto. Donc voilà, vraiment l'identité du club commence à naître à ce moment-là. Dès 1911-1913, Porto il s'impose dans les compétitions régionales. Il commence à devenir vraiment la référence du Nord et il participe aux premiers championnats régionaux et même il participe aux premiers matchs de l'équipe nationale du Portugal, puisque en 1921, on a le tout premier match de la sélection portugaise contre l'Espagne. Le 11 de l'équipe est composé de joueurs du FC Porto. Donc voilà, c'est un événement majeur. Là, le club, il commence vraiment à devenir une référence dans le football portugais et il commence vraiment à compter. Même si on n'est pas encore à l'époque européenne, Porto, il pose déjà les fondations de ce qui deviendra. Donc un club pas forcément glamour, mais vraiment travailleur et ancré vraiment dans sa ville. Donc on a donc un fondateur, Nicolau d'Almeida, dont on ne va plus entendre parler. Il va retourner à sa vie dans le vin. Et puis Monteiro da Costa, qui lui va vraiment devenir la pierre angulaire du Porto moderne. Bon voilà, cette fois c'est bon. Dans les décennies suivantes, Porto, il prend définitivement son envol. Il s'installe vraiment comme un club majeur du football portugais. Il construit son identité, donc travail, identité locale, résilience et ambition. Et puis va venir l'Europe, les soirées européennes, les exploits, la Coupe des clubs champions en 87, la Ligue des champions en 2004, Madjer, Deco, Jardel, Hulk, Falcao, Pep, Carvalho. Des joueurs qui vont laisser une trace indélébile dans le club. Et quand on regarde en arrière, c'est assez fou de se dire qu'en fait, le club, il est né vraiment d'un seul homme, d'un voyage en Angleterre, d'une envie et surtout d'une pulsion de monter un club et de donner à la ville de Porto un club à sa hauteur. Du coup, un club qui a failli disparaître dès sa création, un club qui est sauvé 2 fois par 2 passionnés différents, un club qui s'est construit en opposition à la capitale, et un club qui deviendra un siècle plus tard l'une des institutions les plus respectées d'Europe. Bon voilà les gars, c'était l'origin story du club de Porto avec forcément son déroulement un petit peu loufoque et d'ailleurs souvent oublié je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque et surtout peut-être même dans quel team vous êtes entre Benfica, Porto et le Sporting. Je sais que sur les derniers épisodes de Football Origin sur Benfica et le Sporting justement, il y a eu pas mal de débats des supporters là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Et puis pour le reste, je vous dis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, à soutenir la chaîne, à booster les vidéos aussi si ça vous plaît. Ça aide aussi à me développer et à améliorer un peu les contenus que je peux vous proposer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah si, et évidemment, si vous n'avez pas vu les derniers épisodes sur le Sporting et sur Benfica et que vous voulez y jeter un œil, je vous les mets juste après là, n'hésitez pas à y faire un tour.